C'est Julien RQT et bienvenue dans No Limites, l'émission où on plonge directement dans l'univers du poker de haut niveau. Que tu sois passionné, simplement curieux, on va t'apporter tous les insights authentiques sur la réalité des joueurs pros. Bref, installe-toi bien, c'est parti. Très heureux de vous retrouver dans No Limites pour mon troisième podcast. Aujourd'hui, je suis avec Emilien, un joueur exceptionnel. Vous allez avoir l'occasion de le découvrir et de le redécouvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Emilien, je suis ravi de t'accueillir ici, en face de moi. Déjà, avant de commencer, comment tu vas ? Salut Julien, écoute, plaisir partagé, ça va très bien. Il fait pas super beau à Malte en ce moment, mais on va faire avec. Avant de te présenter, j'ai prévu une petite série de questions où tu auras le choix de répondre entre plusieurs différentes réponses. Ça va me permettre de te découvrir un petit peu plus avant de rentrer dans les choses un peu plus formelles. Alors, Emilien, rationnel ou émotionnel ? Rationnel, Adrénaline ou stratégie ? stratégie, Tu préfères jouer en live ou online ? online. Si tu devais choisir une variante autre que le Texas Hold'em, laquelle ça serait ? Alors c'est très compliqué parce que je joue pas du tout de variante, mais je dirais Oma parce que c'est la seule que je connais, quoi. Ok. Plutôt grind en journée ou la nuit ? Euh, je dirais la nuit parce que j'ai toujours fait ça et ça me dérange pas tant que ça. Ok. Si t'étais pas joueur de poker, tu serais quoi ? Contrôleur de gestion. Contrôleur de gestion, ok. Tu préfères grind solo ou en équipe ? Solo, Apprendre ou gagner ? gagner. Malte, Londres, le Mexique ou le Vietnam ? Malte. Poésie ou mathématiques ? Mathématiques. Discret ou extraverti ? Discret. Passion ou détachement ? Passion. Éclat ou anonymat ? Compliqué celle. Éclat, je pense. Éclat, j'ai voulu finir par ça là, j'en étais sûr qu'elle allait être difficile. Bref, Emilien, merci d'être là. Alors, je te propose un petit peu de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Quel âge tu as ? Tu viens d'où ? Comment tu es arrivé un petit peu ici à Malte ? Raconte-nous un peu ton histoire incroyable et surtout de comment tu es passé d'un joueur de poker, et c'est ce sur quoi on va traiter aujourd'hui, un joueur de poker, on va dire, débutant, lambda, à aujourd'hui un joueur de poker de l'élite qui joue les tournois les plus chers au monde. Ça se compte sur les doigts de la main, donc parcours assez exceptionnel et on va y revenir. Donc raconte-nous un petit peu tes débuts. Alors ça va être long, je vais essayer d'être synthétique. Moi je m'appelle Emilien Pitavi, du coup j'ai 28 ans, j'ai grandi dans un petit village entre Lyon et Saint-Étienne en France. Au début rien ne prédestinait au poker, quoi. J'avais des passions un peu annexes, j'aimais beaucoup le foot, etc. Enfin des trucs très basiques, quoi. Mhm. Et j'ai suivi un parcours scolaire classique jusqu'en école de commerce, j'ai un master. Après mon master, j'ai commencé à bosser en tant que contrôleur de gestion. C'est pour ça que je te disais Ok. ça dans les réponses. Ok. J'ai bossé pendant un an. Et en fait, à partir de ma deuxième année de master, c'est là où j'ai commencé à jouer régulièrement au poker, en parallèle de mes études, quoi. Donc, je grindais les mid-stakes, quoi, on va dire, sur Wina, on va dire de la 10-20 à ce moment-là, quoi. Et au final, ça se passait de mieux en mieux au fil du temps, quoi, en parallèle donc de mes études et après de mon premier boulot, quoi. Et il y a un moment donné, la question est venue de se poser parce que euh, ça commençait à devenir des gains récurrents, de plus en plus récurrents, de plus Mhm. en plus gros. La question s'est posée éventuellement d'en faire mon métier. Donc j'en ai discuté avec ma copine, qui est ma femme maintenant. Et en fait, elle avait un projet de partir en Australie pour apprendre l'anglais. Et en fait, ça s'était pas fait à cause du Covid. Donc en fait, on s'est dit que ça pouvait être le moment de faire le test à l'étranger pendant quelques mois, de voir si le poker, ça pouvait se faire, quoi. Ouais. Donc on est parti à Malte. Au final, les premiers mois à Malte ont été hyper compliqués. Je crois que je te coupe, mais quand t'es arrivé à Malte, on s'est vu, non ? Premier Ouais, jour. ça Je c'est m'en une rappelle. bonne première anecdote. Je pense que la première soirée que j'ai fait à Malte, c'était Ouais, avec ouais, toi, via l'intermédiaire d'un ami en commun de ce moment-là. Et ouais, en arrivant à Malte, tu as un peu la folie, tu es content, tu te dis tu vas vivre de ta passion éventuellement et tout.
Mais au final, en 3-4 mois, on est vite redescendu dans le sens où j'ai perdu une bonne partie de ma rôle. Ça se passait pas bien du tout. Je gagnais pas d'argent en table en fait. J'en perdais même. Et au final, donc là, on est en 2021. Je n'ai pas trop parlé. On est arrivé à Malte en avril 2021. Et donc, fin 2021, c'est vraiment la période de doute, quoi. Alors, je te propose qu'on en reste là. On reviendra sur cette période après. Ouais. Là, dans un premier temps, on va justement essayer de comprendre quand tu t'es lancé. Donc, du coup, tu étais étudiant, tu jouais en même temps au poker ou tu avais un boulot à côté, toi? Ouais. Tu faisais les deux? Bah ouais, je faisais en gros quand j'étais en école de commerce, on connaît le rythme des écoles de commerce, donc ça me laissait pas mal de temps pour grind. Ok. Et après, quand j'ai commencé à travailler, bah pour le coup, c'était vraiment un rythme très soutenu parce que bah, je travaillais la journée et Ok. le soir, je grindais, quoi. Et du coup, quand tu as pris la décision de te dire, je me lance, je fais que du poker, comme tu dis, tu en as parlé avec ta femme du coup actuelle, et comment ça a été pris dans ta famille, dans tes amis proches? Est-ce que ça a été quelque chose de facile? Est-ce que ça a été bien accepté? Est-ce que tu as dû convaincre? Est-ce que tu l'as pas dit? Comment ça s'est fait? Bah, au final, ça faisait quand même 2 ou 3 ans qu'ils voyaient que je jouais quand même assez régulièrement. Ils savaient que je gagnais un petit peu d'argent, mais pas des sommes folles, mais je gagnais un petit peu d'à côté, quoi. Donc, je pense qu'ils s'étaient un peu préparés à cette éventualité quand même. Mhm. Je pense qu'il y a plus surpris, c'est le fait qu'on parte, mais bon, au final, c'était lié parce que le fait de partir à Malte, c'était juste dans l'optique d'en faire mon métier, quoi. Parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez casanier, assez lié à mon village, à mes potes et tout qui étaient dans le coin. Donc ouais, ça a dû surprendre, mais au final, maintenant, bah, je pense qu'ils se sont habitués, quoi. Ok. Du coup, tu t'es lancé, ça s'est plutôt correctement passé. Tu es arrivé à Malte, forcément des moments de doute, les loyers sont chers. Tu te rappelles du prix de ton premier loyer, par exemple? Je crois qu'au début, on payait entre 700 et 800. Oh, ça va, tu t'en es bien Ouais, sorti. 700-800 à Malte, c'est vraiment pas cher. ouais. Est-ce que tu as eu du coup un petit déclic, un moment clé quand tu étais un peu en moyenne limite? Donc quand tu jouais des 10, des 20, des 30, des 50 peut-être. Qu'est-ce qui t'a fait passer un petit peu plus haut et comment tu as évolué à ce moment-là d'un joueur bah, qui gagne de l'argent qui est correct à bah, ce que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu as eu un petit passage qui t'a... Ça a été quoi? Bah, il y a eu deux gros déclics dans ma carrière. Déjà, la première chose, c'est bah, après la période de doute, donc fin 2021, je décide de commencer à travailler avec un coach pour la première fois. Ok, J'avais jamais voulu trop me faire coacher ou quoi. Donc, je m'oriente vers Florian Guimond, la Twice, ouais. sur recommandation de Nico Chèvremiel. On lui passe le bonjour d'ailleurs à la Ouais. Twice. S'il nous regarde, il nous regardera, je suis sûr. Donc pendant un an, je suis avec lui sous contrat de CFP. Ça recommence à se passer très bien à ce moment-là. J'apprends de nouvelles choses, j'arrive bien à les implémenter dans mon jeu, donc ça se passe très bien. 2022, nickel. Et fin 2022, donc le contrat s'arrête avec la Twice. Et le deuxième gros déclic de ma carrière, c'est que je tombe sur un post de Fedor Holz sur Twitter qui dit qu'il recherche nouveaux profils à ajouter à son équipe, enfin sa team de genre 6. À l'époque, ils étaient 6, de 6 jeunes joueurs très ambitieux avec pour but de jouer les Super High Stakes dans 2 ou 3 ans. Et du coup, je postule. On est, je pense, au moins plusieurs dizaines à postuler. Donc, je passe par Plus même, je un pense. process de recrutement assez lourd et tout. Et au final, ça finit par se faire et je rejoins l'équipe fin mars. Et à partir de là, bah, du coup, ça a changé pas mal de choses. J'ai pu jouer plus cher parce que bah, du coup, tu as accès à un stacking plus ou moins illimité. J'ai progressé à vitesse grand Alors, V aussi. du coup, on va revenir un peu sur ça parce que c'est intéressant. Donc, tu es rentré dans la team de Fedor. Mhm. Fedor, pour ceux qui connaissent pas, qui est considéré comme un des meilleurs joueurs du monde, hein. On va pas mettre des pincettes dessus. Joueur donc, qui joue extrêmement cher, qui joue les tournois les plus chers du monde. Il est autrichien, si je dis pas de bêtises. De base, il est allemand, mais il vit en Autriche maintenant. Ok, donc allemand qui vient en Autriche. Ça a été quoi le processus du coup de recrutement? Parce que quand un joueur comme ça, il poste une opportunité pour des joueurs d'MTT qui est assez fabuleuse, vous êtes beaucoup et ils t'ont demandé quoi en fait comme preuve? Comment tu as réussi à rentrer là-dedans? Bah, déjà tu devais fournir des stats, déjà en termes de résultats et aussi en termes de stats de ton jeu, quoi, à Ouais, travers ton HUD. ok. Puis après, tu devais fournir une candidature. En fait, c'était un peu libre au final parce que je pense qu'ils voulaient voir vraiment est-ce que les mecs étaient motivés ou pas. Parce que t'allais avoir des mecs qui allaient envoyer juste un mail en disant ah, je suis intéressé.
prenez-moi, quoi, en gros, quoi. Et puis après, tu as les mecs qui allaient fournir une candidature beaucoup plus poussée avec des graphes, avec des stats, etc. Et moi, en fait, là où je me suis démarqué sur le début, c'est que j'ai fait une vidéo. Et ils m'ont dit que j'étais un des seuls à avoir fait une vidéo de 5 minutes Ouais. avec un petit diapo et tout, vraiment, vraiment super rapide, quoi. Et du coup, ça a fait un peu la différence. Est-ce qu'ils te demandent que de la technique ou ils te font parler, ils regardent un peu ton état d'esprit, ton mental, ton mindset c'est quoi qui juge le plus important, tu penses? Bah, en fait, il y avait une première vague où justement c'était que les stats pour, je pense, faire un gros tri, quoi. Ouais. Et après, ils avaient dû sélectionner, j'imagine, entre 10 et 20 candidats qu'ils ont fait passer en entretien pour voir bah, justement, comme tu dis, les questions de mindset. Est-ce que vraiment ils se voyaient avec ce joueur dans 2 ans aller jouer bah, les Tritons ou quoi, parce que c'était leur but, quoi. Donc, je pense que ouais, ils ont filtré un peu en termes de personnalité à ce moment-là, quoi. Ok. Donc du coup, toi, tu es arrivé à être sélectionné. Donc tu es rentré dans la team de Fedor. Et aujourd'hui, du coup, donc petit à petit, je suppose que ça s'est fait en l'espace d'un an, 2 ans. Aujourd'hui, tu joues les tournois les plus chers du monde. Alors, on a plein de questions. J'ai plein de questions sur les Tritons. Tu vas déjà nous expliquer un peu c'est quoi les Tritons pour ceux qui connaissent pas. En quoi c'est différent des autres grands tournois de poker. Alors, les Tritons, ça a été fondé il y a quasiment 10 ans, je crois, maintenant. Je crois que c'est 10 ans l'année prochaine. Ça a été fondé par deux, on va dire, businessmen asiatiques, Paul Fua et Richard Young, si je dis pas de bêtises. En gros, l'idée, c'était de faire un peu un circuit un peu miroir des WSOP, j'imagine, mais vraiment en mode très super qualitatif, super VIP, un peu l'expérience VIP ultime quoi, dans le Ouais. poker. D'ailleurs, ils ont vraiment très bien réussi ça. Du coup, les tournois sont extrêmement chers parce que ben, ils veulent vraiment attirer, je pense, d'un côté les meilleurs joueurs du monde pour se Mhm. confronter à eux et aussi après tout ce qui est leur classe de, j'imagine, de copains, enfin de potes, de businessmen qui connaissent, Alors, etc. quand tu dis extrêmement cher, est-ce que tu peux expliquer aux gens c'est quoi extrêmement cher pour les Tritons? Eh ben, ça va de. Le tournoi le moins cher, c'est un 15 000 $ et ça va jusqu'à 150 000, voire même 200 000 quand ils font l'invitation. Ouais, donc la plupart des tournois, globalement, ça va être entre 50 et 150, Ouais, on c'est va ça. dire les tournois les plus intéressants à jouer. Donc là, on est dans une sphère qui, qui dépasse quand même la sphère du poker classique. C'est-à-dire qu'on va faire un EPT, et c'est ça aussi qu'il faut noter. Moi, par exemple, quand j'avais 18, 19, 20 ans, mon rêve, c'était de faire un main event EPT. C'est 5 300 euros. Bon, aujourd'hui, je les joue, mais là, ça me paraissait accessible. À 19 ans, je me dis, bon, 5 000 € pour un tournoi, c'est accessible. Là, on parle de tournois qui coûtent entre 100 et 200 000 euros. Juste le buy-in, là, on est quand même dans une sphère qui est à 10 niveaux au-dessus déjà d'une sphère EPT, par exemple, qui est quand même quelque chose d'assez unique en son genre. Donc, toi, quand tu joues ça, comment tu te sens déjà? Et ouais, comment t'abordes ces tournois-là qui sont extrêmement chers? Bah, alors déjà, compliqué en début de carrière, tu peux pas vraiment te dire, t'as envie. Enfin, j'imagine, moi, il y a 3 ans, je me serais jamais imaginé me dire, mon but c'est d'aller jouer les Tritons parce que en fait, tu sais très bien que c'est trop cher et tu te rends pas compte de comment est-ce que tu peux y accéder autrement. On va y revenir. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur les Tritons, les joueurs pro, personne ne joue 100% de son action. Donc en fait, ça passe par, tu es obligé d'avoir des gens qui te stackent, quoi. Donc en fait, là où on pourrait se dire, ils jouent des tournois extrêmement chers, c'est vrai, mais de ma poche à moi, je joue jamais Ouais, ok, pour autant, quoi. évidemment. Après, par contre, là où c'est compliqué pour arriver là-bas, c'est que bah, du coup, il faut arriver à faire en sorte qu'il y ait un investisseur qui te fasse confiance. Et ça passe bah, par des résultats tout au long de l'année, quoi. Je trouve que c'est plus aujourd'hui devenu une récompense pour les joueurs qui performent le mieux, que ce soit online Mhm. ou en live, et qui du coup attirent l'œil d'investisseurs qui sont Ok. intéressés pour financer leur tournoi plutôt que. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant. Je l'avais pas vu comme ça. Mais ça veut dire que globalement, tu fais par exemple une super année live ou online et ton équipe, ou du moins les gens qui te font confiance pour te récompenser, ils vont te mettre sur ces tournois-là. Moi, une question un petit peu bête qui me vient à l'esprit, mais qui est par exemple, si tu joues à un 100K et que tu as 10% de ton action, j'exagère, allez, Mhm. 20, euh, pourquoi pas jouer par exemple 10 fois moins cher avec 100% de ton action? Tu auras peut-être un niveau plus faible et ça sera peut-être plus intéressant ou pas. C'est quoi le but en fait d'aller jouer ces tournois-là? Est-ce que c'est le gagner des titres? Est-ce que c'est se mettre en lumière? Est-ce que c'est la compétition? Est-ce que c'est la fame? C'est quoi l'ambition derrière?
Alors clairement, l'ambition numéro un, c'est pas l'argent quand tu vas au Triton, parce que comme tu dis, je pense honnêtement, là du coup j'ai passé quasiment un mois en Asie pour les derniers Tritons. Je pense que le levé que j'avais à aller faire ce mois en Asie était quasiment la même que j'aurais eu online à rester chez moi, quoi. Donc c'est pas ça qui me pousse vraiment à y aller, c'est plus le côté, le côté titre, le côté, pas vraiment le côté fame, mais le côté performance, se confronter aux meilleurs. Pour moi, vraiment, c'est ce que je dis souvent, si je devais choisir entre un titre Triton ou un titre WSOP, pour moi, ce serait un titre Triton parce que c'est vraiment pour moi le plus prestigieux et ça récompense un peu le but ultime, quoi. Je rigole parce que c'est une question que j'allais te poser après, mais bon, tu as répondu. Ok, bah c'est super intéressant. Vous êtes combien? Par exemple, quand tu prends le main event des Tritons, c'est un 100 000, si je dis pas de bêtises, Ouais. ou 150, ça dépend. Combien il y a de joueurs qui jouent ça à peu près? Alors sur le dernier, là, ça a pété un peu tous les records à Jeju. Il y avait 300 joueurs au Ok. total, je crois, En sur le main. comptant les Après, réentrées, hein. ouais, en comptant les rentrées. Donc en termes de joueurs uniques, je pense que ça doit être aux alentours de 200. Et vous étiez combien de Français? 3? Sur le main, on devait être 3, j'imagine. Ouais. Ouais, ok. Benjamin, Thomas et moi. Ouais. C'est ça qui est assez exceptionnel. C'est-à-dire que, bon, moi je suis joueur de cash game, donc le MTT c'est une sphère que je découvre maintenant depuis, on va dire 2 ans, depuis que je fais un peu le circuit EPT. Mais je me rends compte que plus on monte dans les stakes, en fait, moins il y a de joueurs qui jouent, enfin de joueurs français qui arrivent à ces stades-là. Et maintenant, en plus, les joueurs qui les jouent sont un petit peu comme toi, très discrets au final. C'est-à-dire toi, le grand public te connaît pas. Par contre, les très bons joueurs d'MTT te connaissent. Et pourtant, bah, tu es un de ceux qui jouent des choses, on va dire, les tournois qui sont assez fabuleux, qui jouent tout le circuit. Ça, comment tu l'expliques, par exemple, que la sphère grand public te connaisse pas, enfin, pas encore, maintenant elle va te connaître bientôt, je pense. Est-ce que c'est une volonté de ta part de rester discret? Est-ce que ça t'intéresse pas? Est-ce que tu penses que. Voilà, enfin, c'est quoi ton explication, toi, sur ça? Alors moi déjà j'ai toujours vu ça en mode pour moi le fait t'as eu une question au début d'entretien là où il y avait une question vraie enfin Discrétion ou c'était anonymat ouais ou ou éclat? éclat Non, ou ou éclat éclat, ou ouais. éclat et en fait j'ai fini par répondre par éclat parce que pour moi le but quand même c'est de qu'on entende parler de nous parce que ça veut dire qu'on aura performé et ça veut dire qu'on aura eu des résultats et du succès. Mais pour moi, pour y arriver, ça nécessite de faire un peu son bout de chemin dans son coin, quoi, sans faire trop parler de soi. Et moi, j'ai toujours vu ça en mode, si un jour je suis connu, c'est parce que j'aurais bien fait les choses au jour le jour. Et ça viendra par la suite, quoi. Et je pense pourquoi les joueurs qui jouent le plus cher sont au final assez discrets. Ben, c'est une réponse un peu bête pour moi, mais c'est parce que c'est des mecs qui vont pas passer trop de temps à justement essayer d'avoir ce côté fame et du coup qui vont passer la plupart de leur temps à bosser dans leur coin et qui vont progresser d'autant plus vite que le reste, quoi. Quelques questions, du coup, sur les Tritons. Tu sais comment l'ambiance à la table? Plutôt cool. Bah, ce qui est bien, c'est que il n'y a pas le côté un peu. Enfin, les amateurs sont là vraiment pour se faire kiffer, quoi. Ils veulent en avoir pour leur argent. Et puis, comme je te disais, c'est un peu l'expérience VIP ultime. Donc, tout le monde est très heureux d'être là. Il y a une ambiance qui est très cool à table. Il n'y a jamais personne qui va buzz d'un tournoi et tilt, quoi. Parce que les mecs, de toute façon, s'ils jouent ces tournois-là, les amateurs, ça représente pas des sommes. Enfin, ils peuvent se le permettre, quoi. Et puis les pros sont là aussi. Enfin, tout le monde est content d'être là. C'est très prestigieux. Et puis, il y a une sorte de respect entre tout le monde. Donc, c'est vraiment très, très agréable. Est-ce que tu as joué le tournoi invitationnel? Non. Ok, tu l'as pas joué, pourquoi? Parce que t'es pas invité ou parce que. En fait, la manière dont ça marche, c'est qu'il faut trouver du coup, un amateur qui t'invite. Et moi, le problème, c'est que donc là, au Triton de Jeju, ça s'est pas fait, l'invitationnel, Ok. ça se fait pas à tous les stops. Et le stop d'avant que j'avais joué, c'était à Monaco, mais j'avais su que j'allais à Monaco peut-être un mois avant. Donc, j'avais pas eu le temps de faire de la pub ou quoi. Mais pour les prochains stops, ouais, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Ok. Prochain Triton que tu vas jouer, c'est quand? Prochain, ce sera à Jeju en septembre normalement. J'en ai parlé avec Fedor pas plus tard qu'hier. L'idée, c'est que on va voir en fonction parce que souvent, ça se chevauche avec des grosses périodes online. En l'occurrence, en septembre, il y a les WSOP online avec pas mal de bracelets Ok. event. Donc, à voir. Là, je vais pas aller au Monténégro en mai, justement parce que c'est des grosses séries online et je vais privilégier le online pour cette fois-ci. Mais en septembre, du coup, je pense que j'irai au Triton. Ok, on va parler maintenant du online parce que pour les joueurs qui ne te connaissent pas, on peut avoir l'impression que tu es un peu arrivé là,
T'as poussé la porte, Fedor l'a ouverte et t'as dit allez, je te prends, viens avec moi et maintenant tu vas jouer les tournois les plus incroyables du monde. Évidemment que non, ça s'est pas fait comme ça. Avant que tu réussisses à, bah, du coup, à accéder à ça, déjà tu étais un des meilleurs online. Et là, c'est ce sur quoi on va parler. On va parler un petit peu de ton parcours online, de ce que tu as gagné, et de ton grind, tout simplement. Alors raconte-nous un petit peu, toi aujourd'hui, online, une session d'Emilien, ça ressemble à quoi? Une session, bah, elle commence Un dimanche, à... la session du dimanche, ça Session ressemble à quoi? du dimanche, elle commence. Alors, quand c'est un petit dimanche, on va dire, ça commence à 17h30. Quand c'est un gros dimanche, des fois, ça m'arrive de commencer à 14h. Et puis après, ça grind jusqu'à 3-4 heures. Et on espère au moins jusqu'à 5-6 heures, parce que ça voudrait dire qu'il y a très grosse TF à la fin, quoi. Je joue en général entre 9 et 12 tables. On va dire ABI. Maintenant, donc ABI, c'est Average Buy-in, c'est la mise moyenne d'un tournoi sur lequel je joue. Ça va être aux alentours de 700-800 actuellement. Alors, ça me fait rire quand tu dis ça, mais 800 euros, c'est absolument énorme hein, pour ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'on a un average buy-in de 800 euros. Si tu joues 10, 20, 30 tournois dans la soirée avec les re-entry, ben, on est sur des sessions entre 20 et 30 000 euros quoi, C'est ça. globalement. Donc c'est assez, bah, il y a encore une fois très peu de Français, je pense, qui ont un ABI aussi cher. Vous devez être 2, 3, allez peut-être 4. Et du coup, ok, donc quel genre de site tu joues, quel genre de, bah, voilà, quel genre de tournoi tu vas jouer, comment ça se passe? Du coup, aujourd'hui, on va dire 75%, je pense, de mon grind, c'est sur GG Poker, parce que c'est le site sur lequel les high stakes tournent le plus. Après, j'ai toujours les tournois les plus chers de un peu toutes les rooms au final, quoi. Winamax, je joue le high roller tous les soirs, par exemple. Et après, je sais plus la question que tu m'avais dit. Non, mais c'est ça, c'est ça. Euh, Quel room tu joues et les rooms, bah, en fait, je suis obligé, enfin, je joue beaucoup de rooms dans le sens où il y a toujours un tournoi high roller sur chaque room ouais, et je le lance tous les soirs, on va dire, quoi. Et ok. après, le reste, c'est que du GG Poker. Ça donne quoi tes swings? Par exemple, une mauvaise semaine, ça donne quoi? Mauvaise semaine, ça peut piquer. Bah là, on est exactement en plein dedans. Là, je pense que j'ai le plus gros swing de ma carrière actuellement. Mince. Euh, une- ouais, la pire semaine, ça peut être. Je crois que j'ai dû peut-être faire moins 100K, quoi, Ok. cette semaine. Ouais, bah, de toute façon, quand tu es ABI 800, ça va extrêmement vite. Et du coup, ça en vient à ma question suivante qui est comment tu vis ces swings? Et ben au final, plutôt bien. Alors, en gros, moi j'ai toujours essayé de me dire ça va finir par arriver. Dès que ça se passe bien, je me dis ouais, mais j'essaie de me dire c'est périodique. Je sais très bien que le down il arrive à un moment ou à un autre. Et au final, là pendant un an, ça a été vraiment tout droit. J'ai jamais eu de down, donc j'étais un peu rentré dans cette sphère où limite j'en oubliais que ça pouvait arriver quoi. Et en fait, quand ça arrive, ça te tombe dessus de manière vraiment brutale et ultra rapide. Et c'est plus ça qui me choque à chaque fois, c'est plus le côté, ok, tu sens que ça commence à mal se passer, et une semaine après, tu es déjà au fond, plus ou moins au fond du trou, tu as déjà drop énormément, et c'est compliqué à ce moment-là de se dire, va falloir que je rebuild maintenant, que je regrind et tout. Mais c'est quelque chose que j'arrive à mieux faire Hmm. qu'au début. Par exemple, si on compare au premier down que j'avais eu quand je suis arrivé à Malte, là c'était vraiment très, très compliqué à gérer. Vraiment pas bien. Ma copine avait dû m'aider plusieurs fois le soir pour me réconforter et tout, parce que je le vivais mal, mais parce que j'étais pas habitué à ça et j'avais jamais été confronté. Je trouve qu'il y a deux choses qui sont dures, enfin, plusieurs choses qui sont dures dans les downswings. C'est la capacité à pouvoir jouer plus bas ensuite. Mm, Parce que souvent, un joueur de poker qui a l'habitude de jouer une limite, admettons en cash game, en 1K, en 2K, en 5K, sur un énorme downswing, il n'a pas forcément envie de descendre, jouer en 200 ou en 400. Il va se dire, ouais, ça sert à rien, et il faudrait que je gagne énormément pour regagner ce que j'ai perdu. En MTT, je suppose que c'est un peu pareil. exactement Et pareil. toi, est-ce que tu arrives à justement à avoir cette discipline de redescendre de limite, de savoir bah, quand là, tu n'es plus dans la zone, stopper ta session, ou du moins, comment tu gères ça? Bah moi, j'ai toujours essayé d'avoir une approche justement de joueur de cash game, c'est-à-dire fonctionner par limite. C'est pas un truc qui est trop fait par les règles MTT. Je pense que les règles MTT, on va plus fonctionner en termes d'ABI, on sait à peu près ce qu'on joue, à quel Mm. moment. Moi, j'essaye vraiment de voir ça en mode montée et descente de limite, exactement comme un joueur de cash game. Le truc, c'est que ces derniers mois, années, j'ai toujours été dans une logique de montée de buy-in parce que j'ai jamais connu, comme je te disais, de gros swings où Ok. j'ai dû redescendre. Et là, ça va être la première fois où bah, je me rends compte que je joue trop cher actuellement, concrètement.
vraiment, je me fais battre par mon fil. Et donc, je vais redescendre dans les prochaines semaines, quoi. Mais ça demande, en fait, j'ai besoin, dans ma manière d'approcher les choses, j'ai besoin de me confronter à un mur pour redescendre. Et j'ai pas trop de soucis avec le fait de redescendre. Mais ouais, juste, je cherche toujours à aller jouer plus cher comme un genre de cash game. Et quand ça se passe pas bien, bah, j'ai pas trop de Comment soucis tu avec ça. bosses le jeu? Enfin, je suppose que la question est plus complexe que je bosse comme ça, mais c'est quoi ta façon, toi, de travailler le jeu? On voit de par ce que tu dis que tu es quand même très théorique, très poussé sur la théorie, mais comment tu t'organises avec ton groupe de travail? Comment vous séparez un peu le taf? Et c'est quoi qui fait que tu progresses? Alors nous, chez Soon, on a une approche qui est en mode, chaque semaine, il y a un joueur qui est responsable de la semaine et qui doit host, donc il doit être l'hôte de 2 ou 3 sessions de travail Ok. sur un sujet qu'il aura préparé à l'avance. En gros, l'idée, c'est il va peut-être passer 10 heures à travailler son sujet et il va le recracher en 1 heure pour nous. Et en fait, au final, si tous les joueurs font ça par roulement, ben, on travaille 10 fois plus vite que si on était tout seul Ouais. dans notre coin, quoi. Et ça va ouvrir des problématiques en fait des questions que tu t'es pas posées. Tu vois, par exemple, je te dis une connerie, mais en cash game, je sais qu'il y a des équipes qui font un petit peu la même chose, où tu vas avoir un élève qui va dire, ok, ben moi je vais travailler sur le donk bet à la turn, Mhm. et je vais faire toute mon étude sur ça, nanana. Je le restitue en 1 heure. Et en fait, ça permet à des joueurs de se poser des questions qui se poseront jamais si ça leur vient pas un petit peu tomber du ciel. Et ouais, et c'est une bonne stratégie pour progresser. Et après, en termes de théorie, toi, quel outil tu utilises? Aujourd'hui, à 99%, on va dire, c'est GTO Wizard et HRC. HRC pour le préflop principalement et GTO Wizard pour tout le reste. Et après, bah, pour tout ce qui est session, on passe par des documents Notion, quoi, où on fait des belles présentations comme ça. Ouais, Après, ça fait un office de fiche, en fait, dans le sens où si tu veux retravailler le sujet 2 mois plus tard, tu as déjà ton ok. coaching tout prêt, quoi. Fedor, il bosse avec vous? Non. Il fait autre chose, lui. Non, ça, ouais, justement, ça, c'est un truc qui est pas trop compris en général. Quand je dis ça, on me voit souvent le Ben truc en non, mode on travaille avec Fedor Rolls ou quoi. il a fini, lui. Aujourd'hui, Fedor, ouais, c'est plus trop c'est moins un joueur poker qu'avant, quoi. Il fait d'autres choses. Il travaille beaucoup moins régulièrement qu'avant, quoi. Bah oui, je comprends bien. Je vais te poser des questions. Ok. Ouais. Tu auras plusieurs choix à chaque fois. Si vraiment tu veux t'arrêter sur une question en particulier pour la développer, pas de problème. Team Pro, Winamax ou PokerStar? Oula, ça commence fort. Winamax. C'est bien. T'es corporate. Gagner un EPT ou un WSOP pour la même somme. Alors, attends, tu m'as dit WSOP ou EPT? EPT. WSOP. Est-ce que tu comptes jouer au poker de la même façon, c'est-à-dire professionnellement parlant comme tu fais là, dans 10 ans? Non, je pense pas. 10 ans, c'est trop long. Au poker, le plus important à ton niveau, c'est les relations ou la technique. La technique. Dans ta carrière, tu préfères être toujours gagnant mais sans gros coups d'éclat ou une énorme perf avec des swings très violents? La première, toujours gagnant et pas de coup d'éclat. Pour évoluer en high stake, le plus important, c'est l'expérience accumulée aux tables ou bosser la théorie. Bosser la théorie. Ok. Est-ce que... Je t'écoute. Surpris par ma réponse? Non. Est-ce que tu t'es déjà fait trahir par un ami pour de l'argent? Non. Quel est l'adversaire le plus dur à bluffer? Un bot ultra GTO solide ou un reg imprévisible qui sort de la théorie? Non, là, je dirais un règle qui sort un peu des standards parce qu'au final, si tu joues contre un bot GTO, tu sais à peu près comment le bluff, quoi. À quel degré perdre influe sur tes émotions? À savoir, 1, c'est le moment où ça influe le moins, et 10, ça influe le plus. Je dirais que je suis sur un 5/10. Vraiment neutre. Ok, je me suis posé la question. Quand je l'ai écrite, je me suis dit pareil, j'aurais dit 5 Ouais, c'est aussi. compliqué à juger, quoi. As-tu déjà voulu arrêter le poker? Non, jamais, mais la période où ça s'est mal passé au début, c'est la seule fois où c'est arrivé sur la table parce que bah, juste, j'allais pas pouvoir continuer financièrement comme ça tout le long. Ta plus belle rencontre au poker? Au poker, bah, forcément Fedor, je dirais, d'un point de vue de tout ce que ça m'a apporté, quoi. Ok, merci. On va passer à un autre sujet maintenant que j'ai appelé un petit peu le poker vu d'en haut. Donc un peu ta vision. On va essayer de parler de toi, de ton futur, de ce que tu penses.
Donc déjà, j'aimerais te poser une question. Le poker a évolué, la stratégie a évolué, l'IA a évolué aussi. Online, c'est quoi ton avis sur ça? Est-ce que tu penses que ça va être problématique bientôt ou est-ce que ça l'est déjà ou pas du tout? Alors, est-ce que ça va être problématique? Je pense que ça, si ça s'est amené à l'être, ça peut déjà l'être actuellement, parce que bah, aujourd'hui, il y a tout qui est... J'ai l'impression que c'est quand même assez facile et tu as des outils qui sont ultra performants si tu veux tricher, quoi, concrètement. Après, j'imagine quand même que les rooms savent comment lutter contre ça, ils le font bien. Elles sont très peu transparentes là-dessus, donc, mais c'est parce que justement, le fait d'être transparent les aide. Enfin, ils peuvent pas vraiment dire comment elles luttent pour éviter que les mecs s'adaptent, quoi, j'imagine. Euh, On imagine, on n'est pas ouais, sûr. on peut Ouais, pas il y savoir, a quoi. deux possibilités. Soit elles le disent pas parce qu'elles sont perdues, soit parce qu'elles ont des outils. Après, le truc, c'est que ça fait 5 ans maintenant que je suis dans ce monde-là de manière professionnelle et ça fait 5 ans que j'entends un peu les mêmes problématiques, mais au final, il y a toujours des joueurs qui arrivent à s'en sortir même aux plus hautes limites. Donc, même s'il y a des joueurs qui trichent, bah, au final, il faut Mm. juste être meilleur que le pool que tu joues, quoi. Et ça, c'est ce qu'il faut aussi qu'on explique aux gens qui nous regardent et qui, des fois, mélangent un petit peu tout avec la triche. Ils disent, oh, le poker, il y a des gens qui trichent. Mais tricher, en fait, il y a déjà plusieurs façons de tricher. Et c'est pas parce qu'on triche une fois ou qu'on utilise un outil qui va nous dire, là, il faut faire ça, ben, que c'est la triche ultime et que notre adversaire va gagner. La problématique qu'il y a au poker, c'est si des joueurs ont tendance à trop utiliser de logiciels, ils feront peut-être moins d'erreurs et donc on gagnera un petit peu moins sur eux. Mais par contre, il y a plein de joueurs qui savent pas utiliser les logiciels, qui essaient de les utiliser, et ça va faire encore pire que s'ils réfléchissaient par eux-mêmes. Donc c'est pas si facile. Et la question est, on va dire, beaucoup plus complexe que ça. Et après, au niveau des bots, bon, en high stake, il n'y en a pas. Parce que ce qui est cool, c'est que c'est nominatif, Ouais, souvent les comptes. ouais. Donc tout le monde sait qui est qui. Et dans les limites plus basses, globalement, maintenant, les bots, je pense que les sites arrivent quand même assez bien à les détecter. Et ceux qui passent à travers les balles, au final, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on, sur le long terme, les joueurs gagneront un petit peu moins. C'est-à-dire l'argent va se répartir un peu plus, mais c'est pas ça qui va empêcher quelqu'un de gagner réellement. Ça va le faire gagner moins que ce qu'il devrait. Mais je voulais quand même revenir un petit peu sur ça. Donc toi, aujourd'hui, donc en jouant tous ces tournois-là, tu as forcément la lumière commence à venir sur toi, malgré toi du coup, qui voulait rester anonyme. Est-ce que ça te plaît déjà? Et est-ce que tu as des ambitions un petit peu de peut-être de sponsoring? Est-ce que tu as envie d'aller démarcher des rooms ou est-ce que des rooms te font les grands yeux déjà ou pas? Non, alors pas du tout pour l'instant. Le truc, c'est pour moi, la vision là-dessus, elle est très simple. C'est comme j'ai toujours, enfin, je vais garder la même vision que j'ai toujours eue. C'est en mode si ça doit se passer, c'est parce que j'aurais fait les choses correctement dans ma carrière de joueur et en tant que de la manière dont j'aurais performé, quoi. Moi, je suis vraiment dans une logique de essayer de continuer à focus sur moi, sur ma progression, continuer à jouer cher, à faire en sorte que ça se passe bien, à gagner. Et toutes ces logiques-là de sponsoring ou quoi, bah, je sais forcément que maintenant la lumière, elle est un peu attirée par le fait que je joue les tournois les plus chers, qu'on est très peu à le faire. Mais c'est pas quelque chose sur lequel je vais forcer, je vais pas chercher à communiquer plus que ça pour, dans cette optique-là. Si ça doit se faire, ça se fera et voilà quoi. Ok. C'est quoi tes objectifs là déjà en 2025 et 2026 à moyen terme, on va dire, c'est quoi? Là, on va dire que le plus gros objectif, ça va être de chercher un gros titre en live. Après, c'est très résultat orienté, c'est très compliqué à faire, mais ouais, j'aimerais gagner soit un bracelet, soit un triton dans les 2 ans à venir, on va dire. Je vais essayer de jouer à peu près tout le schedule Ice au WSOP. Et je vais essayer de faire la plupart des stop tritons dans cette. Ok. Et derrière, c'est quand tu dis gagner un titre, c'est quoi qui te plaît d'en gagner un titre? Bah, comme je te disais en début d'interview, ça va représenter une consécration. Pour moi, le Ok. fait de vraiment gagner sur les fils les plus prestigieux. Et encore une fois,
c'est pour moi beaucoup plus prestigieux de gagner soit un Triton, soit un tournoi High Stakes sur les WSOP, même si les fields sont plus petits, par exemple que sur un Millionaire Maker ou quoi. Mais en fait, tu te confrontes tellement aux meilleurs que c'est vraiment une compétition un peu d'élite et je trouve que ce serait vraiment la consécration de gagner un de ces fields-là, quoi. Ouais, bah, je reviens sur ce que tu dis, mais quand j'étais à Prague, là, à l'EPT, il y avait Inos qui, du coup, avait gagné 3 titres. Ouais. Et donc, c'était sur les high-tech. Et c'est vrai qu'on voyait pas mal de gens, un petit peu dans les commentaires sur Facebook, ou commenter et dire, ouais, mais c'est des tournois à 30 joueurs. Et justement, je reprends un peu ce que tu dis, mais je disais, ouais, c'est des tournois à 30 joueurs, mais Regarde les 30 quand joueurs. tu vois la tête des 30 joueurs qui est en face, c'est costaud de les gagner. Mais c'est vrai bah, que c'est plus abordable de faire une TF d'un MTT à 30, même si c'est les meilleurs au monde en face, parce que ça reste quand même ça reste du poker. Tu vois, on est quand même d'accord, sur un good run, on va plus facilement du coup atteindre la fin que sur un tournoi où on est 10 000. Bien sûr. Et donc c'est aussi ça qui est kiffant, je pense, à jouer ces tournois-là, c'est on peut assez vite toucher du doigt le fait de les gagner. Bah c'est ça, par exemple, sur les Tritons, je pense honnêtement, si tu joues tous les stops pendant 2 ou 3 ans, il y a, on va dire, plus de 70% de chances que tu fasses une TF, quoi. Parce Ouais. que les fields sont vraiment petits. Et d'ailleurs, au dernier Triton, toi, tu as fait une belle performance quand même. J'ai eu 2 ou 3 beaux spots, justement Parle-nous-en. pas loin de la TF. J'ai fait, je sais même plus les positions, mais j'ai dû faire une demi et deux presque demi, on va dire. Mais au final, bah, j'ai pas passé les coups décisifs, donc Donc pas quand trop on de dit regrets, quoi. demi, du coup, ça veut dire qu'il reste 2 tables. C'est ça. Et j'explique pour ceux qui des fois n'ont pas trop le vocabulaire. Donc demi, ça veut dire qu'il reste plus que 2 tables. Souvent, c'est des tables entre 6 et 9 joueurs. Ça dépend un petit peu les tournois qu'on fait. Donc globalement, bah, tu es entre la 10e et la 16e, 17e position. Donc c'est vraiment un petit peu la fin du tournoi. Et c'est là où il faut passer les coups importants. Parce que bah, si on run good en demi, on attaque la table finale avec un gros stack et souvent une position quand même très très bonne pour pouvoir gagner ou faire top 2, top 3. Et justement, parlons-en, quand tu fais demi de ça, il y a combien à gagner sur celui-là? T'en souviens? C'était sur le plus gros deep run, ça devait être sur un 30K, il devait y avoir 800K à la gagne, je crois. Ok. Et tu fais 11e, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ouais, tu fais 11e pour 100 et Pour quelques. 100K tout rond, je crois. Ouais, j'ai regardé un petit peu avant que tu viennes. Bah, GG, en tout cas. Merci. Mais bon. Ok. Bah écoute, intéressant. J'avais une autre question, un petit peu sur le plan peut-être un peu plus personnel. Toi, est-ce que tu arrives à séparer assez bien ta vie sociale et le poker ou parce que je suppose qu'aujourd'hui le poker ça prend quand même une place. De toute façon, quand tu es joueur de poker, c'est comme ça prend une place énorme quand même dans ton quotidien, dans ta vie et peut-être aussi dans notre tête. On y pense beaucoup, même quand on joue pas. Comment tu arrives toi à séparer vie privée et vie affective, émotionnelle, amoureuse et le poker? Alors, au début, c'était assez compliqué dans le sens où j'avais du mal à me détacher. Quand je suis arrivé à Malte, j'étais vraiment dans l'optique, tu dois réussir dans un temps assez restreint. Du coup, t'as pas le droit enfin, il faut que tu fasses bien les choses et que tu consacres la plupart de ton temps au poker. Et du coup, j'ai vite un peu négligé le reste. Aujourd'hui, j'essaie de garder une balance, mais le truc, c'est que je pense qu'il faut accepter quand tu a le but d'être un joueur high stakes qui va être dans les compétitions les plus dures du monde et que tu veux performer sur ces files-là, il faut accepter que intrinsèquement ta vie elle va être pas très équilibrée, elle va être quand même beaucoup penchée autour du poker et de ses à côté. Aujourd'hui, je l'ai accepté dans le sens où je suis vraiment dans une optique sur le court moyen terme, c'est ce que j'ai envie de faire. J'essaye de pas non plus trop négliger le reste de ma vie, mais forcément, la balance, elle va forcément pencher du côté du poker, à moins que peut-être que je décide de rejouer moins cher. Et dans ce cas-là, c'est plus facile de garder une balance stable, mais c'est pas le projet. Ok. Si tu avais quelque chose à changer dans ta carrière, ou du moins ton début de carrière, ça serait quoi? Ce serait que je chercherais à m'entourer tout de suite de joueurs meilleurs que moi. Ouais, enfin, c'est le côté entourage, quoi. J'ai sous-estimé ça au début. Et au final, dès que j'ai commencé à m'entourer, c'est là où ça a commencé à exploser, quoi. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez. Enfin, tous les joueurs disent la même chose. Plus on s'entoure, mieux on réussit, ou du moins le fait d'avoir des tuteurs, des gens qui ont déjà traversé des épreuves qu'on est en train de faire,
ça va forcément nous tirer vers le haut et ça va accélérer énormément notre carrière. Donc là, j'en appelle pour ceux qui nous regardent, si jamais vous êtes un petit peu tout seul à jouer au poker, bah, investissez sur vous-même, c'est-à-dire allez rentrer dans des groupes de travail, essayer de travailler sur des vidéos, essayer de travailler dans des CFP, parce que bah, c'est comme ça que vous allez bah, tout simplement progresser. Et tous les joueurs sont passés par là. C'est rare un mec qui est tout seul et qui arrive à tout crush, quoi. Il y en a, je sais pas si t'en connais toi par T'en as exemple. quelques-uns, bah, t'as Inos qui est arrivé là plus ou moins de lui-même, Ouais, quoi. il est pas arrivé tout seul quand même, Minos. Il s'est quand même fait teach à droite à gauche par des mecs qui sont bons. Ouais. Il a pas évolué de rien à je joue des 1 000 € tout seul, tu vois. J'en connais un petit peu Icetex online. Il y a un Simon Beckmann qui est un Ok. Allemand qui est vraiment genre un jeune qui a 21 ans et qui a grind tout seul comme un grand jusqu'au plus haut stakes, quoi. Mais ouais, c'est la majorité des joueurs Icetex, c'est des mecs qui sont dans des structures et qui se sont entourés assez Ouais, rapidement, quoi. parce qu'aujourd'hui, de toute façon, le poker bah, se professionnalise de plus en plus. Les joueurs sont organisés, les équipes sont organisées. Ça travaille ensemble, ça rationalise un petit peu le temps de travail. Toute la méthodologie, les gens la mettent en commun pour être meilleurs. Donc forcément, si on est tout seul, on se bat contre une équipe de plusieurs joueurs et c'est dur. C'est pour ça que je vous encourage à vous entourer. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour, par exemple, des joueurs qui nous regardent et qui ont envie eux aussi de réussir ou de progresser, hormis le fait du coup de se faire coacher, quel conseil tu leur donnerais? Le conseil, ce serait dans la régularité, dans le sens où je pense que si tu fais bien les choses au quotidien sur une grosse période de temps, forcément les résultats ils finiront par arriver. Et ce côté un peu fais-le dans l'ombre un maximum, ne cherche pas à faire parler de toi, laisse les résultats le faire pour toi. Focus sur ta progression, focus sur envoyer du volume. Ça, c'est un truc qui est souvent aussi sous-estimé, c'est l'importance du grind, tout simplement. Travaille hors table, mais focus quand même la plupart de ton temps sur le fait de jouer et d'acquérir de l'expérience au table. Et voilà, si tu fais tout le temps bien les choses et que tu y mets suffisamment d'envie et d'enthousiasme, il n'y a pas de raison que ça se passe pas. Ouais. C'est vrai que je vois beaucoup de joueurs aussi, des fois, faire les choses un peu à l'envers. C'est-à-dire, en début de carrière, ils vont passer beaucoup de temps, par exemple, à essayer de travailler la théorie ou à, par exemple, avoir un super bureau avec des lumières partout et un PC qui coûte 3 000 €. Et à chaque fois, je me dis, mais les mecs, ce qu'il faut au poker au début, c'est jouer. Tu te tais, tu joues, tu te tais, tu joues. Et quand tu as fait, alors je parle pour du cash game, hein, 100 000 mains dans le même mois, bon, bah déjà, c'est pas mal. Tu vas te rendre compte de plein d'erreurs et ça va te faire progresser. Après, au bout d'un moment, tu atteins un plafond de verre où là, il faut commencer à se poser des questions différentes. Donc, le fait de s'entourer va te permettre de pouvoir justement Ouais. débloquer ces questions que tu peux pas te poser toi-même. Mais au début, il faut pas oublier bah, que c'est jouer qui fait que tu vas être meilleur. C'est ça. Pratiquer, pratiquer, C'est ça, pratiquer. et puis il faut arriver à coupler ça, comme on disait, à un entourage assez rapidement. C'est-à-dire, et c'est bien beau de jouer, mais si tu n'as jamais de feedback, tu vas pas pouvoir Ouais, c'est progresser. vrai. Et du coup, c'est vrai que si tu as un entourage qui est meilleur en plus, bah, c'est parfait, quoi. Ok. Ben merci déjà pour tout ça. Si jamais, alors j'ai envie de te demander, c'est quoi tes prochains rendez-vous en live? EPT Malte là qui arrive en octobre, tu as dû Ouais, voir, tu vas y être, je suppose. ouais. Donc quels sont tes prochains rendez-vous là? Si on veut te suivre, c'est-à-dire si ceux qui nous regardent veulent un peu regarder bah, tout ce que tu fais, où c'est qu'ils peuvent te trouver? Alors, le prochain stop live, ce sera Vegas. On en a discuté hier. Du coup, j'ai eu la confirmation. Je vais jouer tout le schedule high de Vegas. Donc, Ok, il y a un 2,25, un 50, un 100 et un 250. Et je vais jouer le 250. Donc, ok, c'est cool. C'est une belle consécration. Et après ça, il y aura les Tritons à Jeju en septembre. ok. Et ensuite EPT Malte. Bon, ça c'est Ensuite, plus OPT petit. Malte. Ça Non, non, mais tu le codes pas. surtout, c'est plus loin. C'est 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 comme plus loin, 5000, surtout. ça va. C'est plus loin. Ok. Est-ce qu'on peut te suivre quelque part sur les réseaux? Ouais, principalement sur Insta, Emilion Soon. Voilà. Ok. Ben Emilien, écoute, merci Merci à toi, Julien. d'avoir été en face de moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous en avez appris beaucoup avec Emilien. Il a quand même la parole assez rare. On va dire, c'est rare d'avoir des joueurs de ton talent et qui jouent ce que tu joues, pouvoir un petit peu bah, nous parler à cœur ouvert. Donc je te remercie pour tout ça.
Merci Je te Julien. souhaite bonne chance pour Vegas et je te dis à très vite. Je te laisse le mot de la fin. À très vite. Et puis, bah, j'espère faire parler de moi dans les prochains mois, autrement que via des interviews, via des perfs en live. Merci à tous.